Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... J'allais dire que les mots sont peut-être même pas suffisamment forts parce que... Alors, il y a eu plusieurs temps. Il y a le tout début de la crise, on est en mars 2020, et en fait, comme j'étais en contact avec énormément de confrères dans l'Est de la France, confrères qui avaient soigné des patients atteints de pneumopathie, on n'avait pas mis le nom Covid dessus, et ces médecins, à partir de l'automne 2019, parce que dans l'Est de la France, c'était septembre, octobre, novembre 2019, mes confrères ont soigné. Donc en fait, quand la crise a commencé, en toute bonne foi, j'ai expliqué ce qui se passait dans mon territoire, dans ma circonscription. On en parlait assez ouvertement en commission des affaires sociales. Olivier Véran n'était pas encore ministre, et c'était des faits que j'apportais. Donc là, c'était encore... il n'y avait pas forcément de dialogue, mais je ne me sentais pas à ce point pointé du doigt. Et c'est venu très très vite, en fait, à la fois ce qui s'est passé au sein même de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Quand je prenais la parole, c'était relayé en permanence dans la presse, dans les médias. Tout au début, j'avais été invitée encore sur BFM, CNews. On était confinés à ce moment-là, donc c'était des interviews en visio, mais c'était des interviews de faire valoir de la politique gouvernementale. C'est-à-dire qu'on ne me laissait jamais expliquer, on me coupait la parole en permanence, et très vite, j'étais le vilain petit canard, mais dont il fallait mettre la tête sous l'eau, c'est-à-dire qu'il fallait m'empêcher de parler, et j'étais stigmatisée par des insultes, par des adjectifs divers et variés. Et c'était d'une très grande violence. Mais moi, je n'ai absolument pas compris à ce moment-là qu'il y avait ce jeu réel des officines, parce que ces officines, maintenant on le sait, il y a des choses qui apparaissent où l'AFP passe des contrats avec quelques personnes qui doivent faire tomber des têtes. Péronne était sur la liste, mon confrère, mais il y en avait énormément d'autres. J'en faisais partie. De 2017 à 2022, c'est Martine Vonner, parlementaire, qui a constamment pris la parole. Bien sûr, je suis médecin, mais je suis médecin dans la vie privée. J'aurais pu être, je sais pas quoi, boulangère, plombière, je ne sais quoi. Je suis médecin, mais j'ai presque envie de dire, cela ne regarde personne. D'autant que j'avais une activité quasiment bénévole dans une association, activité qui me prenait 3 heures de mon temps par semaine. Donc ça, c'était vraiment mon champ privé. Quand j'ai commencé en tant que parlementaire, le SAMU social, c'était quelques années précédemment. Là, j'étais psychiatre coordonnateur dans une structure médico-sociale, œuvrant avec des adultes autistes et des personnes plurihandicapées. Et donc, j'avais ce travail de coordination des soins psychiques, bien sûr. Et en plus, je ne suis jamais intervenue sur la question du traitement Covid ou du vaccin, parce qu'il y avait un médecin généraliste dont c'était la tâche. Donc moi, je suis vraiment restée en dehors de tout ça concernant les résidents de la structure où j'intervenais. Mais pendant de 2017 à 2022, donc 2020, la crise sanitaire éclate, c'est la députée qui s'exprime à tout moment, que ce soit dans l'enceinte de l'hémicycle, que ce soit en interview, que ce soit justement en manifestation publique ou dans l'espace public. Et quand les gens, on va dire, m'interrogeaient, soit dans ma permanence, soit par mail, etc., soit par téléphone, c'est bien la parlementaire qui répondait. Et votre question est importante parce que je me suis toujours... pour moi, c'était très attentif, enfin très important, très important, et j'étais toujours très attentive à cette libre expression, parce que ce n'était pas que mes idées. Bien sûr, j'ai lu énormément d'articles scientifiques. Il y avait en effet tout ce qui s'était passé dans l'Est de la France. Mais beaucoup de citoyens venaient vers moi en disant « mais on ne comprend pas ce qui se passe dans l'hémicycle, il n'y a aucun débat. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement, on nous dit qu'il faut rester à la maison, mais c'est du jamais vu pendant une épidémie.
Pourquoi on n'a pas le droit de sortir et d'aller voir notre médecin? Qu'est-ce qui se passe en France? Et ça, quand vous avez beaucoup de citoyens, le parlementaire représente le peuple. Quand on s'exprime, c'est la voix du peuple. Et pour moi, c'était important en permanence de garder cette possibilité, cette libre expression. Et bien sûr, j'ai pris, j'allais dire, ce chemin critique par rapport à la doxa du gouvernement, parce qu'il y avait... Que ce soit en commission, encore une fois, ou au sein même de l'Assemblée, pendant les séances publiques, il n'y avait absolument aucun débat. Il n'y a jamais eu aucun débat. Il fallait être en accord. On voit que ce parlementarisme, aujourd'hui, dysfonctionne. Et moi, je l'ai vécu pendant les 5 ans, où on avait, faisant partie de la majorité... Avant d'en être exclu, on avait notre ligne de pensée, on avait nos ordres de vote, et en fait, ça arrange les parlementaires. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'info par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de travailler tant que ça. L'habitude est que les lobbies, en fait, écrivent non, mais même écrivent pour les parlementaires les amendements. Donc, en fait, les amendements, c'est souvent tout fait par des sociétés extérieures. Alors, bien sûr, moi, j'ai découvert tout ça. Je n'avais jamais fait de politique. Et au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale, je recevais des coups de fil ou des mails des fédérations hospitalières, publiques, privées ou la FEAP. C'était comme ça. Donc ça, c'était dès le premier exercice, donc dès la fin 2017. Premier exercice du budget, premier exercice de la loi de finances de la sécurité sociale. Et je voyais, j'avais quelques contacts, et on me disait « Ah, mais alors sur cet article-là, peut-être que vous pourrez défendre ça. » Et moi, je disais « Mais attendez, moi, je n'ai pas encore le texte. Vous, lobby, vous avez déjà les textes, vous êtes déjà en capacité de produire des amendements. Moi, je n'ai pas encore le texte. » Et là, j'ai commencé à complètement halluciner. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a quelques députés qui ont l'honnêteté, quand ils déposent des amendements, de mettre tout en bas amendements proposés par tel et tel syndicat ou par la fédération ou par une corporation. Parfois, mais la plupart du temps, ils ne le disent pas. Et sur le sujet de la santé, que je maîtrise quand même bien pour avoir aussi travaillé en agence régionale d'hospitalisation dès 1996. Donc voilà, moi je suis une ancienne, pour avoir travaillé dans le privé, pour avoir travaillé dans le public. Donc j'ai vraiment une vision totale du monde de la santé, et j'ai beaucoup travaillé la question de l'offre de soins et des moyens des hôpitaux notamment. Donc tout ça, je connaissais par cœur, et de voir à quel point il y avait en effet cette pression pour passer des choses. Après, dans le domaine en question, c'était presque que du bonheur, parce qu'en effet, la situation dans notre pays concernant l'offre de soins est tellement grave depuis de très nombreuses années que de toute façon, on pouvait presque être que d'accord avec ce qui était proposé. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'ait absolument aucun lien d'intérêt ni conflit d'intérêt avec qui que ce soit, et qui justement aime bien garder cette posture libre, totalement libre, je disais non, vous gardez vos propositions, et moi je vais travailler le texte, et je ferai mes propres propositions d'amendement. Bien sûr, je vous entends, bien sûr, je vais à l'écoute des soignants, et je comprends parfaitement leur situation, leur détresse, mais les amendements, ça va être mon travail à moi. Dès 2020, comme je me suis très clairement opposée à cette pensée unique de la majorité, oui, tout ce qui en découle depuis maintenant 2 ans et demi, bien sûr, vient de là. Et d'avoir été à ce point... Enfin, ça a été un vrai bras de fer avec le Premier ministre, d'abord Édouard Philippe, en réunion de groupes politiques. Ensuite, bras de fer, on l'a vu, vous en avez tous été témoins pendant les séances publiques avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est quand même permis à de multiples reprises de m'insulter au sein même et de me menacer, beaucoup plus grave, de me menacer au sein même de l'hémicycle. Et il m'avait promis, il avait annoncé que l'immunité parlementaire n'avait qu'un temps et que sans doute j'aurais quelques soucis à me faire après. Mais c'est
profondément pervers. C'est choquant. D'abord, c'est complètement choquant parce qu'on attend de la part de... oui, c'est pervers et choquant. C'est-à-dire qu'on attend de la part de ces pseudo-journalistes, parce qu'on sait qu'ils obtiennent des autorisations à faire, on va dire, un pseudo-travail journalistique en très peu de temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec notamment Fast and Furious. On attend de ces personnes qu'elles fassent un vrai travail, fouillé, investigué. Donc, qu'elles aient après des demandes de l'AFP, pourquoi pas, dont acte, mais qu'elles aillent faire un travail propre. Moi, j'ai vu à quel point, j'ai vu apparaître sur des réseaux des fiches faites à propos de la députée Martine Vonner. Enfin, j'ai une famille, les bras m'en sont tombés. Enfin, j'étais considérée tout au début de mon mandat comme venant plutôt de l'aile gauche, parce que je défendais, on va dire, une politique sociale. Je me suis retrouvée brutalement stigmatisée comme une fasciste d'extrême droite, anti-vax, complotiste. Enfin, voilà, la liste est longue de tous les qualificatifs. Que ce soit ma fiche Wikipédia. Alors après, j'ai même pas envie de faire de la publicité à tous les sites de fact-checking. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est que, notamment dans, on va dire, ce qui s'est passé, et on va peut-être revenir en détail, on va dire, sur la façon dont ils ont jugé mon travail, je parle de mes confrères de l'Ordre des médecins, ils se sont appuyés sur ce type d'article. Ils se sont appuyés sur un article de la presse quotidienne régionale, pour ne pas les nommer les dernières nouvelles d'Alsace. Ils se sont appuyés sur d'autres articles. Donc en fait, ça a payé pour la partie adverse, mais à mes dépens. Je pèse mes mots parce qu'on est face à des techniques de manipulation. On nous avait expliqué en 2017, quand nous avons été élus, on a eu 36 heures de formation et on avait le droit d'être accompagné par des coachs de com. On nous a expliqué à ce moment-là les techniques de nudge. Moi, j'y connaissais rien, mais je me suis dit, oulala, là, on est sur des techniques quand même de manipulation. Alors, pour vendre un produit, alors le produit, certes, c'était la REM, mais on peut réellement aujourd'hui se poser la question du mensonge permanent à très très grande échelle. On a vu qu'ils ont utilisé aussi dès le départ la technique de la peur, avec la création, on va dire, de cette peur à grande échelle. On aurait pu parler d'une épidémie un petit peu différente d'une épidémie grippale. Non, il a fallu expliquer que c'était une pandémie mondiale, qu'il y avait énormément de personnes décédées, alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, on avait déjà quelques doutes tout de suite, parce qu'on voyait qu'au fond, les personnes, à part les personnes très, très, très fragiles, les autres personnes faisaient en effet un Covid, mais bon, la vie continuait, même sans traitement, puisqu'on n'avait pas le droit d'être traité. Mais par rapport à ça, justement, cette manipulation de dire vous allez tous mourir, mais attention, nous, l'État, on est là pour vous sauver, on est là pour vous accompagner, pour vous faire du bien, et on a déjà la solution, parce que ne pas oublier que la première fois qu'Emmanuel Macron, le président, a parlé de vaccin, c'était déjà en avril 2020. Alors que l'épidémie, on venait de la découvrir en France. Donc là, on est à moins d'un mois et on a déjà la solution. Et c'est tout à fait comme ça que fonctionne à une échelle interindividuelle un pervers, narcissique, manipulateur. Mais là, c'est un appareil gouvernemental qui est accompagné, là aussi, par des officines, McKinsey, qui a accompagné la grande majorité des gouvernements, et puisque la marche en avant s'est faite quasiment de la même façon partout, et puis imposé. Alors ce confinement a eu, pour eux c'était absolument génial, parce que les gens passaient leur journée devant les écrans, et les messages en permanence, restez chez vous, etc. Enfin, c'était une litanie, plus j'aime toujours évoquer Monsieur Salomon qui venait tous les soirs en croque-mort nous dénombrer le nombre de personnes décédées, hospitalisées, décédées. Enfin, c'était du délire, c'était vraiment du délire.
Pas violent verbalement, bien sûr, il y avait une violence verbale. Oui, j'ai quand même vécu une forme de harcèlement, très clairement. Oui, parce que justement, en réunion de groupe, hein, quand plusieurs fois j'ai essayé de prendre la parole, l'effet de masse, quand vous êtes totalement isolé, et il suffisait qu'un député commence à m'insulter pour que les autres reprennent. Et il n'y avait aucune écoute possible. Alors, je ne vais pas juger du mental spécifique ou des capacités psychiques des deux personnes que vous avez évoquées. Ce n'est pas le lieu. Par contre, ce sont des personnes qui utilisent manifestement très bien et qui étaient d'accord d'utiliser ces techniques de façon totalement libre ou parce qu'on le leur avait demandé. Il faudra leur poser un jour la question. Et je pense qu'un jour, les citoyens auront sans doute une réponse, peut-être dans plusieurs années. Mais toujours est-il qu'en effet, ils étaient tous en phase pour avancer de la même façon. Et à aucun moment, il y a eu de doute. Celle qui peut-être a laissé entrepercevoir qu'elle n'était pas forcément dupe sur toute la ligne, c'est Agnès Buzyn. Et elle a été écartée. Agnès Buzyn, on lui a demandé d'aller au municipal de Paris. On avait eu plusieurs réunions, elle était venue en commission des affaires sociales, et je pense qu'elle, de bonne foi en tout cas, nous avait évoqué qu'il y avait des plans, mais qui existaient depuis très longtemps, des plans blancs, etc. Et on pouvait très bien gérer une épidémie en France. Et je pense qu'elle n'aurait pas été forcément d'accord d'aller sur cette stratégie du zéro traitement et attendons le vaccin. Donc elle a été éloignée, mise de côté. Bon, là, elle fait des allées-venues par rapport à l'OMS. On ne comprendra pas très bien. Bon, maintenant, elle est casée, je crois, au Conseil d'État, comme beaucoup. Ouais, de la pression verbale, de la pression posturale. Combien de fois, j'ai vu des ricanements, j'ai vu des regards complices. Dans l'hémicycle, on me disait, mais franchement, pardon, je vais être vulgaire, ferme-la. Combien de fois on m'a dit, ferme-la. Parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a Olivier Servat, je crois, qui s'est un petit peu énervé et qui a eu des mots qui ont sans doute un peu dépassé sa pensée, mais quand on est sous pression comme ça et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, il faut savoir qu'un député, voilà, le temps de parole est souvent très très court, c'est 2 minutes. Quand on veut défendre une idée, c'est 2 minutes. Régulièrement, moi, on me coupait même le micro avant. Donc c'est très compliqué. Il y a eu des moments très, très durs. Je ne suis pas superwoman, hein. Je suis une femme. Alors, bien sûr, j'ai déjà un âge certain, donc j'ai un parcours professionnel derrière moi. J'ai déjà vécu des choses difficiles dans mes vies professionnelles. J'ai déjà dû prendre des décisions, parfois compliquées, quand on est médecin, quand on dirige des équipes, parce que j'en ai dirigé beaucoup. C'est parfois compliqué. Donc sur la partie, on va dire, je tiens ma ligne, etc., et je défends mes idées, il n'y avait aucun problème. Par contre, je n'avais jamais vécu cette forme d'isolement et cette pression permanente. Donc ça m'est arrivé, oui, plein de fois de craquer complètement. Je suis bien entourée et ça m'a permis de tenir. Et jusqu'à créer, donc, sur les demandes, sur les conseils des forces de l'ordre, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai créé mon parti politique pour me protéger. Aussi, c'est une forme de protection. Ne pas rester seul, ça c'est la première chose, c'est en parler. Se laisser aller à pleurer, s'il faut pleurer, parce que parfois c'est tellement lourd qu'il faut évacuer, c'est très 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 important. Et c'est savoir demander de l'aide. Et actuellement, bien sûr, le parent pauvre de la médecine en France, c'est la psychiatrie. Donc, pour pouvoir aller avoir une consultation ou en tout cas une aide psychologique auprès de collègues psychologues, c'est parfois un peu de temps. Mais c'est surtout, quand on travaille en équipe, c'est ne pas rester isolé. C'est en discuter. Ici, je sais que vous êtes une équipe soudée. Vous faites front
front par rapport à tout ce qui arrive actuellement, et les médias qui fonctionnent un tout petit peu en dehors, en effet, je vous en remercie, de cette pensée unique. Mais oui, c'est bien parce que entre vous êtes, il y a la question de la solidarité, mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment ce qui est important, que ça soit dans les familles, parce que ce qui a été terrible, c'est que dans cette crise, l'État s'est autorisé à infiltrer l'intime jusqu'au cœur des domiciles, puisqu'on se souvient, papy, mamie à la cuisine, sur le balcon, machin, peut-être que ça va revenir là pour Noël, je ne sais pas. Mais et rentrer comme ça de façon aussi, là aussi, cette effraction dans l'intime, ça bouscule les émotions et ça peut déstabiliser énormément de gens. Il y a des familles totalement fracturées, il y a des couples fracturés. Il y a eu après la question de l'injection anti-Covid pour les enfants, les adolescents. Donc il y a vraiment des couples qui se sont séparés. Mais c'est la main de l'État et du gouvernement qui a été jusque-là, et c'est terrible. Et des personnes qui n'ont pas cette capacité d'en parler, qui n'ont pas cette capacité de prendre du recul, peuvent être vraiment mises à mal. Et puis j'aimerais, dès qu'actuellement j'ai un micro, je parle toujours de tous ces professionnels suspendus qui n'ont plus le droit d'exercer. Et là aussi, c'est d'une violence extrême, c'est du jamais vu. Alors maintenant, en plus, on est le seul pays au monde à garder cette obligation vaccinale pour les pompiers, les soignants, les gendarmes. Donc c'est inédit. Il y a tous les professionnels administratifs qui sont dans ces structures, mais parfois même pas du tout en contact avec des patients. Ils sont rangés à la même enseigne, y compris par exemple les psychologues de l'éducation nationale, alors que les professeurs des écoles ou etc., des collèges et autres n'ont pas cette obligation vaccinale. Donc en plus c'est extrêmement, comme les règles changent en permanence et ont changé en permanence. Qui aurait cru qu'un jour on se signe nous-mêmes des Ausweis, pardon de le dire comme ça, pour avoir l'autorisation de sortir? On nous aurait dit ça il y a quelques années, on nous aurait dit mais attendez, mais vous êtes dingue, jamais on fera ça. Ben si, la population l'a fait. Et pareil, de porter le masque, alors qu'aujourd'hui, moi je cherche toujours l'étude qui démontrera que le masque sert à quelque chose.